Lors de notre premier entretien, Jean Tavliski, nous avons abordé le domaine du vivant par la diversité. Et nous avons rencontré cette diversité entre les espèces, nous l'avons également rencontrée à l'intérieur d'une même espèce, et plus, jusqu'au sein même de l'individu, à travers la multiplicité de ses molécules et de ses organes spécialisés. Et pourtant, vers la fin de la conversation, la notion d'unité est apparue sous cette diversité. Car en effet, à un certain niveau de l'analyse, on s'aperçoit que finalement tous les êtres vivants sont construits à partir de, disons pour faire image, à partir de briques de même nature. Il faut bien en effet admettre l'idée que nous sommes composés d'atomes. Exact. Mais tout l'univers est composé d'atomes. Les êtres vivants ont quand même des caractéristiques un peu particulières. Je vais essayer de vous les résumer. La diversité dont il a été question la dernière fois, c'est finalement ce que l'on perçoit. C'est ce que le non scientifique peut percevoir, voir, alors que l'unité à laquelle nous avons fait allusion, elle ne se manifeste qu'à la suite de la démarche expérimentale. Et finalement, c'est essentiellement la génétique et la biochimie, ce qu'on appelle maintenant la biologie moléculaire, qui ont révélé que sous l'extrême diversité des êtres vivants, il y avait une profonde unité. Unité qui se signale à 3 niveaux que je vais citer avant d'y revenir. Une unité de composition, une unité de structure et une unité de fonctionnement. Alors, si vous le voulez bien, on pourrait commencer par l'unité de composition. Lorsqu'on fait l'analyse chimique d'un organisme, quel qu'il soit, qu'on va jusqu'aux atomes, on trouve que les atomes prépondérants, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre et le phosphore. Je dis souvent à mes étudiants, vous êtes du chonsp, plus quelques sels minéraux. Et ça, c'est général. Bon, ça n'apprend pas grand-chose, finalement, parce qu'on a détruit tout ce qui était biologique et on arrive aux constituants fondamentaux. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que lorsqu'on constate que d'organisme à organisme, on retrouve pratiquement, sauf avec une certaine variabilité naturellement, mais on retrouve de très nombreuses espèces moléculaires qui sont communes. Et parmi celles-ci, je voudrais en citer 2 parce qu'elles ont un intérêt primordial pour le fonctionnement des êtres vivants et aussi un intérêt non négligeable pour ce que nous allons dire par la suite. Il y a ce qu'on appelle les protéines. Les protéines, dont certaines sont douées d'activités catalytiques, qui sont alors des enzymes. Les protéines sont des grosses molécules formées par la réunion d'une centaine, 200, 300 ou plus constituants que l'on appelle des acides aminés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé ? C'est une molécule relativement simple, formée de carbone, d'hydrogène, d'azote, quelquefois de soufre, pas de phosphore, et qui ont la propriété d'avoir 2 groupes chimiques qui les rendent à la fois acides et basiques, selon les conditions de milieu. Le point le plus intéressant, c'est qu'on trouve chez tous les organismes que toutes les protéines, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur complexité, sont formées des mêmes 20 acides aminés. Ce sont 20 acides aminés essentiels que l'on trouve partout. Ces acides aminés essentiels diffèrent par la nature de certains résidus qui leur donnent des propriétés chimiques particulières et ils sont agencés les uns par rapport aux autres dans un ordre qui dépend de ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire du programme génétique. Mais je voudrais en rester là pour l'instant. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a une profonde unité de composition au niveau des protéines. Il y a aussi une profonde unité de composition au niveau du matériel héréditaire, c'est-à-dire de ce qui contient l'information génétique. Le programme héréditaire, le matériel héréditaire, est composé d'acides désoxyribonucléiques, ADN ou DNA, chez certains virus d'acides ribonucléiques. De toute façon, quel que soit le type d'organisme auquel on s'intéresse,
on trouve 4 bases principales qui sont 4 constituants principaux qui ont des propriétés basiques et qu'on appelle par conséquent des bases nucléiques, qui sont respectivement l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Et dans les acides ribonucléiques, on trouve une 5e base qui est l'uracile. Quels que soient les détails, je crois que ce qui est fondamental, c'est que l'on trouve que aussi bien les protéines que les acides nucléiques que l'on peut extraire et analyser à partir de tous les types cellulaires de tous les organismes sont composés des mêmes constituants fondamentaux. Et on verra par la suite que c'est l'agencement les uns par rapport aux autres de ces constituants fondamentaux, soit dans les protéines, soit dans les acides nucléiques, qui est à l'origine de la spécificité des fonctions assurées par la cellule et par conséquent qui assure le fonctionnement des êtres vivants. Au fond, la composition doit se comprendre de cette façon. Il y a un certain nombre de composants, peu nombreux, 6, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, etc., qui, en se combinant, donnent des molécules assez complexes, qui elles-mêmes se combinent et donnent des molécules encore plus complexes. Et on peut penser que la diversité, dont on a beaucoup parlé la dernière fois, précisément vient de cette combinatoire. C'est exact. Cette diversité, elle vient des possibilités pratiquement infinies de combinatoires des différents acides aminés entre eux qui donneront des protéines ayant des structures et des fonctions tout à fait différentes. Et elle vient aussi des possibilités combinatoires qui se situent au niveau des 4 bases qui constituent les acides nucléiques, qui constituent l'information génétique, dont le nombre est proprement faramineux, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et le nombre de combinaisons possibles est également extraordinaire. Et par conséquent, la diversité qui se situe au niveau moléculaire, elle vient essentiellement du fait que d'un individu à l'autre, il peut y avoir de légères modifications dans l'information génétique qui conduisent à de légères modifications au niveau de l'agencement des acides aminés qui, à leur tour, se manifestent par des propriétés légèrement différentes d'une protéine donnée provenant d'individus différents. C'est ainsi qu'on passe de l'unité de composition à une diversité de combinatoires et qu'on est renvoyé effectivement à éventuellement des dispositifs unitaires. Mais tout à l'heure, vous parliez d'unité de structure. Alors, à quoi faisiez-vous allusion lorsque vous avez annoncé unité de composition, unité de structure, unité de fonctionnement? Alors, unité de structure. Alors, l'unité de structure, dans mon esprit, tel que je voulais en dire quelques mots, concerne effectivement les différentes structures que l'on trouve à l'intérieur des cellules. Je crois avoir dit que c'était la cellule qui manifestait, c'était l'unité la plus petite qui manifeste l'essentiel des caractéristiques des êtres vivants. On pourrait peut-être dire un mot des virus, si vous voulez, tout à l'heure, qui posent un problème un peu particulier. Je voulais simplement faire remarquer que lorsqu'on examine un certain nombre de types cellulaires provenant d'organismes différents, des plantes, des animaux, des protozoaires par exemple, on y trouve les mêmes types d'édifices moléculaires qui ont des fonctions particulières. Je vais vous donner un exemple. Vous savez sans doute que chez les organismes multicellulaires, les oxydations qui conduisent à la capture de l'oxygène et au dégagement du gaz carbonique font intervenir un très grand nombre de réactions. Mais l'essentiel des constituants qui conduisent ces réactions, les enzymes, etc., font partie de structures qu'on appelle des mitochondries. Ce sont des organites que l'on trouve, que l'on peut observer, soit en microscopie optique, soit encore mieux en microscopie électronique, et qui ont pour fonction d'être les véritables usines énergétiques de la cellule. Eh bien, ces mitochondries, quel qu'en soit le type, on les retrouve dans toute la série qui va des protozoaires jusqu'à l'éléphant, à l'homme et à la baleine. Donc là, il y a une profonde unité de structure. De la même façon, les chloroplastes que l'on trouve dans les feuilles des végétaux et qui sont responsables de la photosynthèse, ces chloroplastes se retrouvent aussi dans les algues unicellulaires, avec des formes
légèrement différentes, mais c'est toujours le même type d'organelle. Troisième exemple, et je ne voudrais pas aller plus loin, les cils et les flagelles qui permettent à des protozoaires comme la paramécie, qui est le mieux connu, de se mouvoir, ont la même structure, à quelques détails près, que celles que l'on trouve, par exemple, dans les cellules intestinales, où elles assurent le transfert des molécules. Autrement dit, il y a au niveau des structures, on pourra aussi parler des membranes, il y a au niveau des structures cellulaires une profonde unité qui, là aussi, semble manifester une origine commune et une évolution à partir de certains types. Alors, il y a un cas qui est un peu à part, c'est celui qu'on a évoqué la dernière fois, c'est celui des bactéries, qui ne possèdent pas toutes les structures que je viens de mentionner, dans lesquelles les agencements sont légèrement différents, mais qui possèdent quand même des points communs avec les autres types cellulaires. Alors tout de même, ces bactéries sont des cellules sans noyau. Est-ce que ça n'entache pas cette unité de structure? Non, ça n'entache pas vraiment parce qu'on verra qu'on n'a pas besoin de noyau pour faire une cellule et pour se perpétuer. Donc au niveau du fonctionnement, ça n'a pas une importance fondamentale. Mais il faut quand même faire remarquer, pour rester dans le cadre de l'unité de structure, que dans toutes les cellules qui ne sont pas des bactéries, on trouve une formation que l'on appelle le noyau, c'est-à-dire une masse qui se trouve individualisée du reste de la cellule, qui en est séparée par une membrane, et que dans cet organite, on trouve alors les chromosomes, où se situe l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire le matériel héréditaire. Et c'est ce qui nous permet d'arriver alors à la troisième caractéristique unitaire, c'est l'unité de fonctionnement. Et peut-être même justement, n'est-il pas nécessaire qu'il y ait noyau pour qu'on s'aperçoive que le fonctionnement du vivant est quand même unifié? C'est d'autant plus juste que les exemples que je vais prendre montreront effectivement qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un noyau pour qu'on retrouve les mêmes types de fonctionnement. L'exemple que je peux prendre, c'est celui des bactéries, par exemple, qui ont des types de fonctionnement, semble-t-il, extrêmement divers les uns des autres, mais en réalité, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que souvent, dans un système de réaction qui part d'une substance pour aboutir à une autre substance, seule quelquefois la première ou la dernière de ces réactions diffère d'une espèce bactérienne à une autre, et qu'on retrouve chez toutes les bactéries pratiquement les mêmes grands systèmes de réactions qui opèrent dans le fonctionnement. Certes, ces types de fonctionnement sont différents de ceux que l'on trouve dans les cellules qui possèdent un noyau, encore que là, on pourrait trouver encore des convergences et de l'unité. Toujours est-il qu'il est frappant de constater, par exemple, que deux types cellulaires aussi différents l'un de l'autre que le sont les levures qui opèrent la fermentation alcoolique et le muscle qui se contracte, que ces deux types cellulaires utilisent pratiquement les mêmes types de réactions, sauf la première et la dernière, pour permettre leur fonctionnement. On retrouve les mêmes types de réactions catalysées par les mêmes protéines enzymatiques. Et c'est un des aspects, si vous voulez, de cette unité de fonctionnement. Il y a un deuxième aspect qui se situe, alors qui concerne aussi bien les espèces bactériennes que les autres, c'est au niveau de la production et de l'utilisation de l'énergie. Il existe pour cette production et pour cette utilisation de l'énergie une molécule dont on peut dire qu'elle est universelle, que l'on trouve dans chez tous les êtres vivants, quel que soit leur niveau de complexité, quel que soit leur degré d'organisation, que l'on appelle l'acide adénosine triphosphorique ou ATP. Et ce qui est frappant de constater, c'est que c'est le même type de molécule qui partout assure les mêmes fonctions. Un dernier point, et non le moindre, de cet aspect unitaire, si je puis dire, c'est celui qui concerne le support de l'information génétique, c'est-à-dire la nature du matériel génétique. Qu'il s'agisse des bactéries qui ne possèdent pas de noyau, qu'il s'agisse
des autres cellules qui possèdent un noyau et où cette information génétique est incluse dans ce noyau, c'est le même type de molécule, encore une fois, c'est toujours l'acide désoxyribonucléique qui est le support de l'information génétique. Et on verra par la suite que les mécanismes qui opèrent et qui font que ce programme génétique sera finalement déchiffré, aboutira à la production de protéines qui assureront le fonctionnement des cellules et par conséquent des êtres vivants, que les mécanismes mis en jeu sont extrêmement proches dans tout le règne vivant. Autrement dit, c'est un système qui, semble-t-il, a été conservé au cours de l'évolution, qui fait que qui renforce cette conclusion à laquelle on pourrait aboutir, c'est que cette unité fondamentale que l'on repère au niveau des êtres vivants quand on commence à les étudier au laboratoire révèle finalement une commune origine. Ce code génétique, est-ce que c'est trop dire qu'il correspond à un code universel? Ce code génétique est universel, oui et non. Il était universel jusqu'à il y a 2-3 ans. Effectivement, chez tous les organismes où ce système a été étudié, on constatait que c'était le même type d'alphabet qui était utilisé pour aboutir à la formation des protéines. Et puis on s'est aperçu que dans certains cas, il y avait des différences. C'est-à-dire que certains groupes de lettres, certains groupes des 4 lettres, adénine, thymine, guanine, adénine, thymine, guanine et cytosine, qui dans certains cas spécifient la mise en place d'un acide aminé donné, dans d'autres cas spécifient la mise en place d'autres acides aminés. Alors c'est un cas tout à fait intéressant et curieux, mais c'est un cas qui jusqu'à présent et à ma connaissance n'a été décelé que dans les mitochondries. Les mitochondries dont il a été question tout à l'heure possèdent en effet de l'acide désoxyribonucléique, elles ont ce qu'on appelle une semi-autonomie génétique, et il s'est avéré que le code utilisé ou que l'on trouve dans les mitochondries était différent du code que l'on trouve dans le reste du monde, dans le reste des cellules, dans les cellules d'une façon tout à fait générale. Ce qui est le plus intéressant encore, c'est que ce code diffère d'un type de mitochondrie à l'autre. Il n'est pas le même chez la levure que chez l'homme. Alors on peut spéculer beaucoup là-dessus, on a commencé à spéculer. L'une des hypothèses les plus tentantes qui courent actuellement consiste à supposer que les pressions de sélection qui se sont exercées sur les mitochondries, qui sont des organites qui ne peuvent fonctionner qu'à l'intérieur des cellules, que ces processus de sélection ont été tels qu'ils ont conduit, par le biais des mutations, à une modification du code génétique et peut-être à certains des mécanismes qui permettent de passer de l'information génétique à la réalisation des protéines et des caractères. Mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. L'autre hypothèse qui paraît un peu plus audacieuse consisterait à dire qu'il a pu y avoir 2 ou plusieurs codes génétiques qui se sont mis en place au cours de l'évolution et que l'on a là les vestiges de l'un d'entre eux. Mais ça, je ne voudrais pas avancer plus loin dans ce domaine. Voilà encore, quelle que soit l'hypothèse qui sera retenue, un cas où l'unité peut mener à la diversité ou peut nous mener à réfléchir sur la diversité. Ce qui fait qu'au fond, quand on aborde le vivant, on est dans un domaine scientifique sans doute, mais dans un domaine qui présente quelquefois des imprévus. Et il vient tout d'un coup la question qui était la première, mais qui maintenant s'impose, le vivant, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise le vivant relativement aux autres systèmes qui, précisément par comparaison, ne seraient pas vivants? D'accord, mais je vais essayer de répondre, non pas en essayant de voir ce qui caractérise le vivant, mais en essayant de voir quels sont les caractères essentiels qui permettent de caractériser les êtres vivants par rapport au reste des autres systèmes que nous connaissons. Alors, il n'y a pas qu'un seul critère, et je crois que c'est important de le dire, c'est un ensemble de caractéristiques qui permettent de dire
qu'on a affaire ou non à un système que l'on peut qualifier d'être vivant. Je dirais que ce sont tout d'abord des systèmes en perpétuel état de renouvellement. Le repos pour un être vivant, c'est la mort. Perpétuel état de renouvellement, on aura l'occasion d'y revenir. Systèmes qui ont la capacité d'utiliser des éléments simples, les aliments qu'ils trouvent dans leur milieu par exemple, pour convertir ces éléments en structures complexes, en leurs propres éléments, et de bâtir à partir de ces derniers des structures et de conserver leur individualité. De créer par conséquent, c'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle me semble juste, de créer de l'ordre à partir du désordre, et ceci en utilisant l'énergie qu'ils trouvent dans leurs aliments ou qu'ils reçoivent du soleil, des radiations, et de conserver, ce faisant, leur forme et leur fonction, de conserver par conséquent leurs individualités. Il y a un autre point important, c'est qu'il s'agit de systèmes qui sont organisés. C'est-à-dire que les structures complexes dont il a été question ont chacune des fonctions qui leur sont propres, et que ces fonctions sont coordonnées en un tout qui constitue le fonctionnement cellulaire. Autre point qui caractérise les êtres vivants et qui les rend vraiment très différents des autres systèmes que nous connaissons, ce sont des systèmes qui sont capables de se reproduire semblables à eux-mêmes, et de transmettre à leur descendance les modifications qui vont leur permettre de s'adapter au milieu, aux conditions changeantes du milieu, et qui vont leur permettre d'évoluer. Enfin, dernier point, ces systèmes sont capables d'établir des communications avec le milieu extérieur, d'en recevoir des informations, de leur fournir des informations, avec le milieu extérieur et avec les autres systèmes qui manifestent les mêmes propriétés, donc de recevoir des messages, de les décoder, de les utiliser pour modifier leur comportement, modifier leur fonctionnement, s'adapter et finalement subsister, ce qui est l'essentiel pour un être vivant, subsister et transmettre. Cependant, il y a peut-être des moments où les frontières ne sont pas tout à fait évidentes, parce qu'un cristal est une structure d'ordre, un virus possède un certain nombre des propriétés que vous venez de dénoncer. Alors, la différenciation entre vivant et non-vivant n'est peut-être pas aussi claire, tout au moins dans certaines zones intermédiaires ou dans certaines frontières. C'est juste, mais c'est pourquoi j'ai pris la précaution de dire qu'il y avait plusieurs critères qui devaient être rassemblés pour définir ce que c'était qu'un être vivant. Il est de fait qu'un cristal est un système ordonné, mais c'est un système ordonné qui se construit lui-même à partir d'éléments identiques, et pas comme un être vivant qui, à partir d'éléments différents, fait ses propres éléments, qui sont différents de ceux qu'il trouve dans le milieu. Deuxième point, un virus, c'est exact, il est formé de molécules différentes, c'est essentiellement de l'acide désoxyribonucléique ou de l'acide ribonucléique entouré par une coque protéique. Il peut aussi être entouré par une membrane de nature lipoprotéique. Mais un virus tout seul ne se multiplie pas. Un virus doit, pour se multiplier, plus exactement pour être multiplié, se trouver dans une cellule qu'il parasite. Et ce sont les mécanismes de multiplication, les mécanismes de la cellule, le fonctionnement même de la cellule, qui permettra à l'acide désoxyribonucléique d'être multiplié en un nombre très grand de copies, puis aux protéines virales de se former et d'entourer la molécule d'ADN, chacune des molécules d'ADN ainsi produites. Autrement dit, un virus n'est pas, selon les critères que j'ai définis, n'est pas véritablement un être vivant. Un virus n'a d'existence ou ne manifeste que certaines des propriétés des êtres vivants. En particulier, il ne perd pas de réaction. Il n'y a pas de respiration chez un virus. Il n'y a pas de fermentation. L'énergie, ce n'est pas lui qui la fournit. C'est la cellule qui la fournit. Mais alors, est-ce qu'un virus est une forme archaïque de la vie, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent d'un être vivant ?
À mon avis, c'est quelque chose de complètement différent d'un être vivant, puisqu'il ne possède pas toutes les caractéristiques que l'on vient de décrire. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que, bien que ce soit quelque chose de très différent, il y a une unité profonde entre les matériels génétiques des virus et des autres cellules, puisque un virus peut parfaitement intégrer son acide désoxyribonucléique dans l'acide désoxyribonucléique d'une cellule. Il fait alors partie intégrante de l'information génétique de cette cellule et il y fonctionne comme un gène, comme une unité d'information génétique qui peut éventuellement perturber le fonctionnement de la cellule et par conséquent de l'organisme.